Alors, donc, vous connaissez les règles. On nous a reproché parfois de ne pas avoir de questions-réponses, mais je vous engage à utiliser Twitter et donc le hashtag Univ5T, à nous interpeller. On répondra aux questions dans un format qu'on trouvera. Et sans plus tarder, je vais accueillir quelqu'un que je suis également très heureuse d'avoir parmi nous aujourd'hui, qui est un paléoanthropologue. Alors, il faut s'entraîner un petit peu. Et puis, un matin, je me suis levée en disant, mais comment parler de transition énergétique sans inviter quelqu'un qui a étudié la Terre et l'être humain sur une longue période? Et c'est quelqu'un qui, évidemment, est très connu, qui est professeur au Collège de France, vous le verrez. C'est Pascal Pic. Et Pascal, voilà, ben, écoute, la parole est à toi et merci d'être parmi nous. Merci Myriam, merci donc la présidente de cette belle université. Alors, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, je croyais que c'était un dialogue ou autre, donc ça va être un monologue. Et 10 minutes pour un paléoanthropologue, c'est pas gagné. Donc effectivement, Myriam a eu cette idée, et les idées qui viennent au matin sont souvent de bonnes idées, alors j'espère que ça sera apprécié comme cela. L'idée, enfin la question posée, c'est effectivement, qu'en est-il après la COP21? Alors j'ai regardé un petit peu, car je n'étais pas participant, parce qu'on parle d'avenir, donc on a l'impression que les gens comme moi, qui s'intéressent sur de longues périodes, évidemment, ne sont pas très intéressés par ces affaires-là. Mais ce qui m'avait troublé, c'est qu'il y a eu très peu d'interventions, très peu de réunions autour des questions anthropologiques. Il y a eu 2 colloques au Collège de France, notamment organisés par mon collègue et un monsieur formidable qui s'appelle Philippe Descola. Et donc, je vous saurais trop vous conseiller de lire son livre, qui est déjà un des grands livres du XXIe siècle, qui s'appelle « Par-delà nature et culture ». Car il s'agit bien de ça. Moi, la question que je me pose, c'est effectivement, comment se fait-il, malgré tous les éléments qui ont été rappelés, qu'on entend tous les jours dans les médias, qui sont dans des revues, qui sont pris en considération par l'ensemble du monde intellectuel et économique et social, comment se fait-il qu'effectivement on soit confronté à ces paradoxes que vous évoquiez, certains ont été cités, comment se fait-il que des personnes ne comprennent pas qu'effectivement que déjà nous sommes engagés sur une trajectoire qui va poser de réelles difficultés, pas pour l'humanité de demain, pour l'humanité d'aujourd'hui. Je vous raconte une petite anecdote. Récemment, j'intervenais devant un groupe bancaire et il y avait dans ce bel hôtel où nous étions, c'était sympathique, on était bien reçus, donc les hebdomadaires ou les journaux que vous avez l'habitude de consulter le plus couramment. Et moi, j'étais venu avec ma revue de presse, c'est-à-dire, ça s'appelle The Economist, le courrier international, c'est en français. La Harvard Business Review, c'est en français. Et ce qui est absolument incroyable, tout ce que je vois émerger dans ces publications qui sont en kiosque, qui sont accessibles, qui sont en français, ne sont pas du tout discutés dans le champ des enjeux de société d'aujourd'hui, le changement sur le travail, le changement sur les mégalopoles, etc. Donc c'est très curieux, en tant qu'anthropologue, on voit aujourd'hui une phase de l'évolution humaine absolument considérable qu'on n'a jamais connue, car on n'est pas en train de changer de civilisation, on est en train de changer avec une véritable exigence en termes d'humanisme. Quel sera l'humanisme à construire demain à l'échelle de l'humanité face à l'ensemble des problématiques qui vous réunissent aujourd'hui et même en dehors de cette enceinte? Eh bien, très curieusement, l'anthropologie est complètement absente. Et qu'est-ce qui fait que des hommes ou des femmes, notamment au plus haut niveau, et on en a en France, bien sûr, soient incapables, en dehors des enjeux politiciens ou politiques, en dehors des enjeux sociétaux immédiats, des enjeux évidemment qui marquent notre actualité, comment se fait-il que par-delà ces prétextes immédiats, il y ait encore de telles oppositions farouches qui semblent effectivement justifiées par des conditions idéologiques, il n'y a pas d'autre mot, qui se retrouvent dans ma discipline. Car au risque de vous surprendre, évidemment, je m'intéresse à l'évolution de l'homme, mais il y a eu 3 périodes dans l'étude des origines et de l'évolution de la ligne humaine. Premièrement, celle qui consacrait la gloire d'Homo sapiens. Il y a un livre qui est en kiosque d'ailleurs qui parle de ça, la gloire d'Homo sapiens, l'homme domine la Terre. Donc dans un darwinisme étriqué et qui est complètement faux, voilà, l'homme a éliminé les autres espèces, nous sommes les vainqueurs, et puis gloire aux vainqueurs. Derrière cela, il y a eu toute une conception également qui est très marquée.
il considère que la nature allait ce qu'elle est, mais elle n'est pas gentille, et il a fallu qu'on s'en sorte, nous les humains, en inventant des techniques, de nouveaux usages. Effectivement, c'est une vision de progrès, au sens le plus strict du terme, qui considère que grâce à la médecine, grâce aux technologies, grâce à l'habitat, grâce à l'énergie, évidemment, eh bien, l'homme a été capable de s'en sortir face à cette nature hostile. Eh bien, ceci persiste encore, malheureusement. Si vous prenez des gens de ma génération, je ne dirais pas mon âge, mais ça se voit, même si je ne suis pas encore un fossile, mais très clairement, nous avons été nourris à ce biberon. Pour les plus jeunes, là, vous savez ce que c'est le compteur bleu? Eh ouais. Il fallait consommer plus, c'était le modèle économique. Moi, j'ai connu ça quand j'étais jeune, je n'avais pas conscience, évidemment. Les choses ont beaucoup changé à cet égard. Eh bien, il faut faire un travail énorme, et je trouve absolument étonnant, et merci donc pour cette belle initiative, chère Myriam, d'inviter des anthropologues qui sont capables de décortiquer un peu quels sont les éléments de structure de pensée qui sont, en fait, attendez, qui ne sont pas du tout dans un domaine. Ce n'est pas que dans l'économique, ce n'est pas que dans la politique ou dans le champ de la sociologie. Ce sont des éléments fondamentaux du rapport au monde qui sont constitutifs, sont des briques élémentaires, et c'est pour ça que Philippe Descola est important, et c'est pour ça que Philippe Descola avait organisé ce colloque dans le cadre des travaux de la COP21, c'est qu'effectivement, on a besoin de ce travail-là. Or, aujourd'hui, ce qui est remis en cause à l'échelle du monde, c'était une conception de l'évolution de l'homme, qui mettait le triomphe d'Homo sapiens, mais en plus l'Homo sapiens européen, qui plus est du Périgord, quand ça va bien. Vous voyez ? Et puis du coup, les autres, ils étaient derrière. On appelait ça l'évolutionnisme culturel. Et oui, on a décrit, on m'a enseigné, on vous a enseigné une conception de l'évolution de l'homme dans son rapport hostile à la nature, et qui s'en est sorti grâce à son génie, sa créativité, ses techniques, et que effectivement tout ceci était basé en Occident. Je rappelle que l'Occident domine le monde que depuis la Renaissance. Vous en parlez aux Chinois, ils ont une vision des choses. Vous voyez ? Et donc, Philippe Descola fait partie de la grande école de Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss, alors ça, je me permets d'évoquer un livre que j'ai publié récemment, qui s'appelle « Le Darwin à Lévi-Strauss », qui parle plutôt des enjeux de la biodiversité. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'il faut s'inscrire dans un concept majeur que j'aimerais bien peut-être développer avec vous, autour de vous, nous les associations avec Myriam, Madame la ministre, Corinne Lepage et d'autres, dans cette salle, c'est le concept de coévolution. Mesdames et messieurs, le vrai terme, ce n'est pas évolution. Évolution, ça vient d'évolvere, c'est un terme qui a été biaisé dès le départ, dont ne voulait pas d'ailleurs Charles Darwin. Évolution, ça veut dire on déplie le programme comme s'il y avait une loi qui était inscrite dans le cosmos ou l'univers, et puis l'homme était inscrit dans ce projet. Alors en plus, c'est très déresponsabilisant, parce que si l'avènement de l'homme est corrélé à une loi du cosmos, après tout, où est notre responsabilité ? Je vous signale qu'aujourd'hui, autour des entreprises, je vois beaucoup de gourous du sens. Vous voyez ? Des gens qui vous disent qu'il y a des lois du cosmos ou des lois de l'évolution. Donc s'il y a des lois de l'évolution, alors dans le management, on est dans une école de commerce, à quoi ça sert de manager si de toute façon ça doit arriver, hein ? Allez, on ferme l'école. Donc, non mais vous voyez, c'est un problème d'épistémologie simple, logique, mais qui plombe complètement notre conception de ce rapport au monde. La coévolution, c'est que l'homme est une espèce assez particulière. Je peux vous le dire, non pas parce qu'elle est unique, mais parce que depuis 2 millions d'années, depuis que c'est le vrai homme, Homo erectus, nous avons mis en place un nouveau processus de l'évolution. Nous continuons à coévoluer avec les autres espèces. Alors ça, contrairement à ce que disent certaines médecines, on continue, ce qu'on appelle le microbiote aujourd'hui, etc. Donc on continue. Mais par ailleurs, nos inventions techniques, leurs usages et les énergies ont modifié notre biologie. Ils ont modifié l'expression de nos gènes. Ils ont même sélectionné une partie de nos gènes. Et ça, aujourd'hui, on y est. Aujourd'hui, on entre dans la 3e coévolution avec les nanotechnologies. Alors, il y a des promesses futures, le transhumanisme, etc. Mais attendez. Ce transhumanisme, il prolonge ce que j'appelle l'évolutionnisme, ou nous appelons l'évolutionnisme culturel, qui est quand même assez élitiste, dont nous entendons les sirènes depuis la Silicon Valley. Alors attention, parce que ça concerne que quelques personnes, et ce n'est pas très bon. Je rappelle qu'aujourd'hui, et Myriam l'a rappelé, c'est qu'effectivement, c'est l'ensemble de l'humanité qui est impliquée aujourd'hui, et c'est pour cette raison, en accord avec ce cher ami qui s'appelle Michel Serres, la paléanthropologie a une contribution, me semble-t-il, dans cette affaire-là, c'est qu'effectivement, elle montre que nous avons une origine commune, et elle démontre dans les mécanismes de coévolution que nous sommes tous engagés dans ces processus, effectivement, de l'avenir de l'humanité. Or, le paradoxe, il suffit de regarder, là c'est des dossiers qui sont dans le courrier international, quand on pense que aujourd'hui, depuis 2007, on est entré dans une nouvelle phase de l'évolution de l'homme, c'est-à-dire
plus de la moitié de la population humaine est urbanisée, que nous arrivons vers des mégalopoles absolument hallucinantes, que nous avons affaire à la deuxième génération qui, elle, n'est pas du tout, qui vit dans des mégalopoles, qui n'a jamais vu la nature, qui n'a jamais vu des animaux, eh bien, effectivement, toutes les problématiques dont vous allez discuter, et j'ai bien entendu la petite musique, sont absolument essentielles, mais pour que nous ne soyons pas que dans l'attitude de régler les questions immédiates, c'est-à-dire tous ces enjeux qui ont été évoqués avec tous les indices sur la consommation de carbone, les 400 ppm, etc., etc., il faut absolument que nous travaillions tous également sur ces questions fondamentales. Quel sera le projet de l'humanité de demain? Et je pense qu'aujourd'hui, par-delà le transhumanisme qui me fait bien sourire à bien des égards, derrière cela, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des débats que nous avons au niveau mondial, les seuls enjeux, le seul socle sur lequel toutes les cultures, dans la diversité des réponses qu'elles pourront apporter au monde de demain, eh bien, effectivement, sont liées à la COP21, parce qu'il n'y a que là, par-delà la mondialisation, par-delà l'économie, etc., que nous avons un socle anthropologique dans lequel nous avons une responsabilité, mais celle-ci passera évidemment par un travail anthropologique et, bien sûr, philosophique. Je vous remercie.